les, les enjeux théoriques. Donc, la question qui s'était posée à la fin du cours était de savoir par quelle méthode on pouvait analyser, c'est-à-dire séparer. L'analyse, c'est la séparation, la synthèse, c'est la fusion. Par quelle méthode on pouvait analyser le biologique et le social. La méthode la plus simple, nous dit Lévi-Strauss, consisterait à isoler un enfant nouveau-né et à observer ses réactions à différentes excitations pendant les premières heures ou les premiers jours qui suivent sa naissance. Il est vrai que le hasard a parfois réussi ce dont l'artifice est incapable. Je m'arrête ici. Que nous dit Lévi-Strauss ? Lévi-Strauss nous dit que pour mener ce type d'expérience, il faut se doter d'un dispositif expérimental. Ce dispositif consisterait à isoler un enfant nouveau-né dans un laboratoire, être capable par des moyens technologiques de l'observer sans qu'il se sache observer, être capable de nourrir le nouveau-né sans qu'il se sache nourri, etc., etc. Bref, est-ce qu'on peut artificiellement placer un nouveau-né dans l'état de nature? Contradiction dans les termes évidente. Pourquoi ? Parce que le dispositif euh, le dispositif en laboratoire serait hyper artificiel en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, nourrir le nouveau-né par sonde, mais une sonde c'est pas naturel. Placer dans un berceau, dans un hôpital, et l'entourer de caméras, de sondes, de capteurs, mais c'est absolument pas naturel. Autrement dit, une méthode euh, scientifique expérimentale qui viserait à isoler chez l'enfant chez le nouveau-né, la part du biologique serait un cadre totalement artificiel et par conséquent, on ne pourrait pas parvenir par le biais de l'artifice à découvrir le naturel. C'est évident. Alors ce qui est fascinant, c'est que ce dispositif qui vise à découvrir en fait le petit singe qu'il y a derrière le nouveau-né, les savants, dès les années 30, en fait, vont l'inverser pour découvrir le petit homme dans le singe, dans le primate. Voir s'il n'y a pas une trace de culture, des éléments culturels dans le comportement des primates et en particulier des chimpanzés. Je ferme cette parenthèse parce qu'on va y revenir après. Je poursuis la lecture. Il est vrai que le hasard a parfois paru réussir ce dont l'artifice est incapable. L'imagination des hommes du XVIIIe siècle a été fortement frappée par le cas de ces enfants sauvages avec des guillemets, perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années, et auxquels un concours de chance exceptionnel a permis de subsister et de se développer en dehors de toute influence du milieu social. Mais il apparaît assez clairement des anciennes relations, donc des anciens récits, que la plupart de ces enfants furent des anormaux congénitaux et qu'il faut chercher dans l'imbécilité dont il semble avoir à peu près unanimement fait la preuve la cause initiale de leur abandon et non, comme on le voudrait parfois, son résultat. Des observations récentes confirment cette manière de voir. Les prétendus enfants loups, trouvés aux Indes, n'atteignirent jamais un niveau normal. L'un Sanichar ne put jamais parler, même adulte. Kellogg rapporte que de deux enfants découverts ensemble, il y a une vingtaine d'années, le cadet resta incapable de parler et que l'aîné vécut jusqu'à 6 ans, mais avec le niveau mental d'un enfant de 2 ans et demi et un vocabulaire de 100 mots à peine.
En outre, ces exemples doivent être écartés pour une raison de principe qui nous place d'emblée au cœur des problèmes dont la discussion fait l'objet de cette introduction. Dès 1811, Blumenbach, dans une étude consacrée à l'un de ses enfants, le sauvage Peter, remarquait qu'on ne saurait rien attendre des phénomènes de cet ordre. Car, notait-il avec profondeur, si l'homme est un animal domestique, il est le seul qui se soit domestiqué lui-même. Ainsi, on peut s'attendre à voir un animal domestique tel qu'un chat, un chien ou une bête de basse-cour, s'il se trouve perdu et isolé, retourner à un comportement naturel qui fut celui de l'espèce avant l'intervention extérieure de la domestication. Mais rien de tel ne peut se produire pour l'homme, car dans le cas de ce dernier, il n'existe pas de comportement naturel de l'espèce auquel l'individu isolé puisse revenir par régression. Comme le disait ou à peu près Voltaire, une abeille égarée loin de sa ruche et incapable de la retrouver est une abeille perdue, mais elle n'est pas devenue pour cela une abeille plus sauvage. Les enfants sauvages, qu'ils soient le produit du hasard ou de l'expérimentation, peuvent être des monstruosités culturelles, mais en aucun cas les témoins fidèles d'un état antérieur. Alors, que nous dit Lévi-Strauss dans ce texte qui n'est pas marqué au sceau du politiquement correct? Ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est tout d'abord qu'au XVIIIe siècle, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, les hommes des Lumières, les philosophes des Lumières, et pas seulement, on peut placer Rousseau à l'extérieur du courant des Lumières, même s'il a eu une influence décisive sur Kant, euh, les, euh, les philosophes des Lumières vont être fascinés par les cas qui commencent à émerger euh, d'enfants sauvages, c'est-à-dire d'enfants qui ont été abandonnés ou perdus en forêt, dans la jungle, et qui survivent miraculeusement. Lévi-Strauss est persuadé que c'est une infime minorité qui a pu survivre dans de telles conditions. Généralement, on ne les retrouve pas très vieux non plus. On les retrouve, ils ont 3-4 ans. Et ça devrait nous dire quelque chose d'ailleurs. Ils sont pas suffisamment vieux d'une certaine manière pour qu'un rattrapage scolaire ne soit pas possible encore. À 3 ans, dans la société du XVIIIe siècle, on n'est pas encore allé à l'école. On n'a pas encore été, enfin, on est encore chez sa nourrice quand on est un enfant de la noblesse. Perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années, c'est exactement ce que dit Lévi-Strauss. Et donc, ce qui va intéresser les philosophes des Lumières, c'est précisément que ces enfants étaient coupés de tout lien social, de toute interaction sociale. Ils n'ont probablement pas rencontré d'êtres humains depuis leur naissance. Et c'est ainsi que Rousseau, par exemple, va concevoir l'état de nature. L'état de nature, c'est précisément l'état qui précède l'état social. C'est cette absence d'interaction, c'est cette absence d'influence humaine sur l'esprit, le comportement, les sentiments, l'intelligence de ces enfants qui va intéresser Rousseau en particulier, mais c'est loin d'être le seul. Oui. Absolument. Absolument. C'est la thèse de Lévi-Strauss d'ailleurs, c'est la thèse d'un certain Blumenbach. Je vous avoue que je ne suis pas allé voir qui il était précisément. J'imagine que c'est un ethnographe allemand vu le nom. Mais tout à fait, c'est-à-dire que de la même manière qu'il serait ridicule de faire d'une abeille isolée par rapport à sa ruche une abeille plus sauvage que les abeilles de la ruche, il est tout à fait ridicule de faire de l'être humain isolé un sauvage, euh, quelqu'un qui serait le portrait fidèle de ce que nous étions avant la socialisation. Ça n'existe pas l'avant la socialisation.
Alors, la thèse de Lévi-Strauss, qui est, à mon avis, pessimiste, donc réaliste, c'est que le retard mental, l'anormalité, pour parler cash, l'anormalité des enfants qu'on va retrouver ainsi, elle ne s'explique pas par leur isolement, mais c'est au contraire leur anormalité congénitale, et probablement d'origine génétique, des maladies génétiques, très probablement, des formes de crétinisme au sens médical du terme, l'absence d'iode, par exemple dans l'alimentation, peut causer cette maladie, eh bien, c'est précisément leur anormalité qui explique qu'ils aient été abandonnés. Les hommes du XVIIIe siècle ont pris l'effet pour la cause, plutôt la cause pour l'effet. Ils ont pris leur anormalité pour, en fait, le résultat de leur abandon. Mais non, en fait, c'est le contraire. Ils ont été abandonnés parce qu'ils étaient considérés par leurs parents comme anormaux. Alors, pour apporter de l'eau au moulin de Lévi-Strauss, je voudrais faire deux remarques. Premièrement, euh, l'Église en Europe remplit en particulier une fonction, c'est de recueillir les enfants abandonnés. Et il est rarissime, en fait, en tout cas en France, d'abandonner un enfant, un nouveau-né en race campagne, simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le nourrir. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est quand c'est une fille, on l'abandonne dans un couvent de bonnes sœurs ou devant un couvent de bonnes sœurs. Quand c'est un garçon, on l'abandonne devant une église ou devant un monastère. Ok. Et donc, on peut dire que si on inclut premièrement ce filtre-là, plus le filtre de la survie, très difficile, très hardcore pour un nouveau-né, en race campagne, eh ben, on se rend compte en plus que les cas qu'on va découvrir sont des cas totalement exceptionnels, si vous voulez, qui n'auront aucune valeur exemplaire. On aura enfin même je sais même pas comment chiffrer ça, mais on aura une infime minorité en fait de cas qui n'auront absolument pas de valeur scientifique, de valeur probante. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je voudrais rapprocher le phénomène des enfants sauvages du phénomène des enfants du placard. Alors, vous avez peut-être deviné que je n'étais pas un hippie, mais c'est un phénomène qui a existé dans les années, allez, fin des années 60, début des années 70, et contrairement à ce que les chansons peuvent nous raconter, ce n'est pas un mouvement particulièrement doux et sympathique, le mouvement hippie. C'était un mouvement qui a eu des dérives sectaires bien connues, hein, comment il s'appelle, Manson. La Manson Family, c'est d'une certaine manière un des rejetons du mouvement hippie. C'est un mouvement où les drogues récréatives coulaient à flot, et en particulier le LSD. Et c'est surtout un mouvement où les, on va dire que le modèle familial traditionnel en prend un coup et où les violences conjugales et sur les enfants se développent. À tel point que la police de Los Angeles, si vous voulez, c'est l'épicentre de ce mouvement avec
San Francisco, c'est un peu plus chill, si vous voulez, mais Los Angeles, c'est vraiment les hippies radicaux qui y vivent dans la vallée. Euh, on va découvrir un phénomène qui s'appelle les enfants du placard. Les enfants du placard, ce sont ces enfants qui ont été élevés, si on peut dire, par des hippies, qui vont torturer ces enfants hein, sous l'effet de narcotiques divers et variés, de fines herbes diverses et variées, et de liquides en tout genre. Ça va consister le plus souvent à, précisément, hein, ils ont une idéologie derrière la tête, ces gens-là. Ça va consister à refuser que leurs enfants soient corrompus par la société en les isolant complètement. Et donc en les enfermant dans ce qui tient lieu de placard chez eux. Hein. Bonjour Harry Potter. Okay. Et donc ces enfants ne vont pas voir d'autres êtres humains que leur fratrie, le plus souvent, et que leur géniteur. J'ose pas appeler ça des parents. Et ils vont être découverts par les unités spéciales de la police de Los Angeles, chargées précisément de lutter contre ce phénomène dans le courant des années 70. Et donc, Los Angeles, vous avez une fac, vous avez la fac de Berkeley qui est pas loin non plus, et vous avez un certain nombre de sociologues, de psychologues du comportement, de psychologues de l'enfance qui vont s'intéresser à, euh, à l'état psychologique, mental, cognitif dans lequel on va retrouver ces enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Qu'est-ce qu'on va constater? On va les retrouver, ils ont 3 ou 4 ans. Ils ont un retard mental monumental quand on les retrouve. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas parler. Comme les enfants sauvages, ils mordent et ils s'expriment par des cris. Normal. Normal. Vous avez été torturé pendant les 3 premières années de votre vie. Ils sont minuscules parce qu'ils n'ont pas été nourris convenablement. Et ils sont donc violents. Qu'est-ce qu'on va constater très rapidement? Ils vont avoir beaucoup de mal à avoir une maîtrise normale du langage, de la langue anglaise. Mais ils vont, pour certains d'entre eux, rattraper complètement leur retard. Ils vont, pour hélas la plupart d'entre eux, développer des profils psychologiques psychopathiques. Là aussi, cette anormalité est, si je puis me permettre, normale. Mais ce qu'on va constater, c'est que leurs capacités cognitives sont intactes. C'est-à-dire qu'on va réussir à leur faire des mots croisés, on va réussir à les faire jouer aux échecs. Ce ne sont pas des crétins ou des idiots congénitaux, des imbéciles congénitaux, comme le dit Lévi-Strauss. Bah oui, donc d'une certaine manière, ça vient renforcer l'argument de Claude Lévi-Strauss. C'est pas l'isolation, même si l'isolement de l'enfant en bas âge provoque des séquelles, notamment comportementales, l'isolement ne parvient pas à expliquer l'état, on va dire, de retard cognitif que les enfants sauvages, dits sauvages, vont manifester au XVIIIe et au XIXe siècle. Très clairement, il ne suffit pas d'isoler un enfant, et même de le torturer, pour le rendre anormal, pour le rendre dans l'état, pour les faire parvenir à l'état où on a retrouvé les enfants sauvages. Qu'est-ce que ça prouve donc? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve bien que les enfants sauvages ont été abandonnés parce qu'ils étaient anormaux et non qu'ils sont devenus anormaux parce qu'ils ont été abandonnés. Okay. Donc l'argument, enfin plutôt l'exemple des enfants du placard vient corroborer l'argument de Lévi-Strauss sur
portant sur les enfants sauvages. Les enfants sauvages ne sont en aucun cas les témoins fidèles de ce que nous étions à l'origine de l'espèce humaine. On ne peut pas se fier au comportement des enfants sauvages pour explorer ce qu'aurait été l'état de nature de l'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, je voudrais revenir à la remarque de votre camarade, effectivement. Rappelez-moi votre prénom. Lucas. La remarque de Lucas, elle est juste. C'est-à-dire que ce que va dire Lévi-Strauss à la suite de Blumenbach, c'est que l'être humain a pour nature la culture. Autrement dit, sa nature est culturelle, sa nature est sociale. On ne peut pas séparer la nature de la culture chez l'être humain précisément parce que c'est un être de part en part culturel. C'est le seul animal domestique à s'être domestiqué lui-même, à s'être auto-domestiqué. Et l'exemple, plutôt le contre-exemple des animaux domestiques est intéressant. À une époque lointaine de mon existence, je suis allé au Liban. Et au Liban, quand on voit un chat, on lui jette une pierre. J'étais là. Ah, c'est pas très YouTube friendly, ça. On voit un chat dans la rue, on le caillasse. Hein. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? C'est le moment Hannibal Lecter du cours. Okay. Il y a eu une guerre civile au Liban. Il y a eu des morts. Et dans la maison de ces morts, il y avait des chats. Au bout de quelques jours, voire de quelques heures, quand je vois le chat de mon frère, et le chien aussi, pareil, ces animaux ont faim. Et qu'est-ce qu'ils vont bouffer, à votre avis? Voilà. Ils vont développer et retrouver le goût de la chair humaine. Avec un petit verre de Chianti, c'est délicieux. Et d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec des félins qui ont des comportements de félins dans les rues de Beyrouth. Et en fait, ce sont des générations de chats qui ont retrouvé la vie sauvage, si vous voulez. Et encore aujourd'hui, la guerre du Liban, elle se finit au début des années 90. Il y a encore des attentats après, mais rien à voir avec les tirs de mortier en continu sur certains quartiers de Beyrouth. Quand vous voyez un chat, vous pouvez être attaqué par un chat. Et en plus, ces saloperies-là chassent en meute. Ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est pas exactement. Je crois que les lions chassent en groupe, mais les panthères, les tigres sont des chasseurs solitaires. Ah, voilà. Vous voyez, un animal domestique peut retrouver sa nature, peut retrouver sa sauvagerie, précisément parce qu'il a, d'une certaine manière, été domestiqué, et qu'il y a une distinction à faire entre le social, le culturel, l'artificiel chez le chat, et le sauvage, le naturel. Ouais. Au Liban, bah non, parce que le Libanais s'est mis à la course à pied et à la muscu. Bon, entre un chat, en revanche, ça s'attaque au bébé. Ils ont compris assez vite que vous laissez un enfant de 2 ans dans un jardin ou voilà, dans une voiture avec la fenêtre ouverte, il y a un chat qui rentre, ça peut vraiment être dangereux. Ça peut vraiment être dangereux. Voilà. Donc voilà, si voilà, si vous allez au Liban et que on chasse le chat à coups de pierre, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. D'une certaine manière,
pour revenir à nos hippies, le coyote de Los Angeles, c'est une sorte de chien qui a été domestiqué, qui est retourné à la vie sauvage et qui est maintenant, c'est un chien des villes d'une certaine manière, un chien sauvage des villes qui est entre le désert et l'autoroute. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est la question de la poule et de l'œuf. Bah, vous avez déjà vu un chat? Bon, c'est quand même relativement difficile de domestiquer un chat. C'est soit la bestiole est domestiquée, est douce et docile à la base, ce qui est quand même très rare pour un chat, soit c'est sauvage, et vraiment sauvage. Vous pouvez pas en fait recueillir, enfin, vous pouvez difficilement recueillir un chat qui a grandi dans la rue. Euh, c'est comme ça. Un chien, c'est différent. Un chien, c'est différent. Probablement parce que le chien a eu un usage technologique en fait euh, pour la guerre, pour la protection de la maison, pour la chasse en particulier. Euh, il a eu un usage que le chat n'a pas. Le chat, il bouffe les souris sur les vaisseaux, sur les galères romaines. Ok. Non, finalement, il est trop paresseux pour avoir. C'est une espèce qui est trop paresseuse pour avoir une quelconque utilité technique. Alors que le chien, bon, c'est une brave bête, quoi. Je suis plutôt un homme à chien, plutôt qu'un homme à chat. Surtout que le chat de mon frère, c'est vraiment une ordure. Alors, donc, vous avez bien compris la thèse, vous avez bien compris la thèse de Lévi-Strauss, que ce soit par un artifice expérimental ou par le hasard, l'enfant sauvage, on ne peut pas observer en l'homme, on ne peut pas observer en l'homme une nature distincte et antérieure à, distincte de et antérieure à la culture. Grand C. On arrive à la planète des singes. Les grands singes sont-ils de petits hommes? Les grands singes sont-ils de petits hommes, hein? Monkey together strong, comme disait César. Alors, l'enjeu de la suite du texte, ça va être justement, comme je l'annonçais tout à l'heure, d'inverser le dispositif. Si on ne peut pas trouver de traces de comportement préculturel euh, chez l'être humain, peut-être qu'on peut trouver des traces de comportement préculturel chez l'animal, et en particulier chez les grands singes. Je lis la suite du texte. On ne peut donc espérer trouver chez l'homme l'illustration de types de comportements de caractère préculturel. Est-il possible alors de tenter une démarche inverse et d'essayer d'atteindre au niveau supérieur de la vie animale des attitudes et des manifestations où l'on puisse reconnaître l'ébauche, les signes avant-coureurs de la culture? C'est en apparence l'opposition entre le comportement animal et le comportement humain qui fournit la plus grande illustration de l'antinomie de la culture et de la nature. Alors ça, c'est fondamental, je reviendrai là-dessus. Or,
Les recherches poursuivies depuis une trentaine d'années. Donc là, je pense que le bouquin de Lévi-Strauss, c'est les années 50, si je dis pas de bêtises, 48. Ok. Donc en fait, c'est des recherches qui ont... c'est pas du tout un truc de hippie, ça, pour le coup. C'est des recherches qui ont lieu dès les années 1900-1910, en fait, les recherches sur les primates. Mais les années 60-70 vont être particulièrement fécondes pour ce genre d'expérience, notamment les programmes de la NASA. Les recherches poursuivies depuis une trentaine d'années sur les grands singes sont particulièrement décourageantes à cet égard. Non que les composantes fondamentales du modèle culturel universel soient rigoureusement absentes. Il est possible, au prix de soins infinis, d'amener certains sujets, donc certains singes, à articuler quelques monosyllabes ou dissyllabes, auxquels ils n'attachent d'ailleurs jamais de sens. Dans certaines limites, le chimpanzé peut utiliser des outils élémentaires et éventuellement en improviser. Des relations temporaires de solidarité ou de subordination peuvent apparaître et se défaire au sein d'un groupe donné. Enfin, on peut se plaire à reconnaître dans certaines attitudes singulières l'esquisse de formes désintéressées, d'activité ou de contemplation. On a vu ces photos de familles de chimpanzés, si je puis utiliser ce mot, de famille, contemplant des couchers de soleil, par exemple. Fait remarquable, ce sont surtout les sentiments que nous associons volontiers à la partie la plus noble de notre nature, la partie, on va dire, religieuse ou spirituelle, dont l'expression semble pouvoir être identifiée le plus aisément chez les anthropoïdes. Ainsi, la terreur religieuse et l'ambiguïté du sacré. Mais si tous ces phénomènes plaident par leur présence, ils sont plus éloquents encore, et dans un tout autre sens par leur pauvreté. J'y reviendrai. On est moins frappé par leur ébauche élémentaire que par le fait, confirmé par tous les spécialistes, de l'impossibilité, semble-t-il radicale, de pousser ces ébauches au-delà de leur expression la plus primitive. La même constatation s'impose dans les autres domaines. Elle explique la conclusion pessimiste d'un observateur attentif qui se résigne, après des années d'études et d'expérimentation, à voir dans le chimpanzé un être endurci dans le cercle étroit de ses imperfections innées, un être régressif si on le compare à l'homme, un être qui ne veut ni ne peut s'engager dans la voie du progrès. Donc le chimpanzé ne peut pas faire mieux au deuxième trimestre. C'est ça. Ce que dit Lévi-Strauss ici, c'est que si on ne peut pas trouver donc de traces de sédiments préculturels dans le comportement humain, on a pu se demander si on ne pouvait pas faire exactement la démarche inverse chez l'animal et en particulier chez le singe. Le singe qui est une créature, peut-être la créature la plus mimétique qui soit, la plus capable d'imitation qui soit. Et on sait à quel point l'imitation joue un rôle fondamental dans l'éducation. Un enfant va imiter son entourage. On l'avait vu avec le texte de Marcel Mauss sur la marche. Et que va-t-on découvrir au terme d'expérimentation, de dispositifs expérimentaux que je pourrais détailler un petit peu, c'est très rigolo, enfin, sauf pour le singe. Que va-t-on découvrir? Premièrement, on va découvrir que tous les éléments du comportement culturel humain se trouvent chez le chimpanzé.
le singe, et en particulier le chimpanzé, le gorille aussi semble assez doué, euh, est capable d'articuler des sons, des syllabes. Quand il en est incapable, on est capable de lui inculquer euh, les rudiments de la langue des signes. Quand on lui montre comment faire, il est capable d'utiliser des outils et éventuellement d'improviser des outils. En gros, on lui montre comment on plante un clou dans un mur avec un marteau. Il est capable le chimpanzé est capable de le refaire. Et s'il n'y a pas de marteau mais une clé à molette, il va essayer de le faire avec la clé à molette. Il est capable, alors ça c'est pas dans le texte de Lévi-Strauss, mais apparemment il est capable de transmettre certaines techniques. On a découvert je sais plus quelle était cette, je sais plus si on parle d'espèce ou de race pour les singes. En tout cas, un groupe de singes qui était capable de transmettre aux générations, à leur descendance, le fait qu'il fallait laver certaines graines et que ça évitait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un singe? Allez savoir. Mais en tout cas, le résultat, c'est que ça évite certaines maladies. Voilà. Et on voyait les vieux singes transmettre ce savoir aux jeunes singes. Et surtout, dit Lévi-Strauss, on voit chez les gorilles et les chimpanzés des comportements troublants qui rappellent les craintes religieuses, les superstitions, les émotions esthétiques qu'on peut trouver chez l'être humain. Manifestement, le chimpanzé est sensible à la beauté. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Mais, dit Lévi-Strauss, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que une culture, chez l'être humain, c'est un tout, c'est un système qui se développe en permanence, de manière dynamique. La culture, ce n'est pas simplement une liste de comportements, c'est un ensemble dynamique qui va consister précisément à cultiver ce que l'on est, à s'améliorer en permanence, à s'augmenter en permanence. Le singe est incapable de cela. Le singe est incapable de progrès, c'est-à-dire que si on ne le stimule pas à coups de cacahuètes et de bananes, il ne voit plus l'intérêt de ce qu'on lui demande de faire en laboratoire. Pour reprendre les mots immortels de Steve Carell, monkey see, monkey do, monkey pee all over you. C'est ce qui s'est passé. Il y a un singe célèbre dans l'histoire des singes qui s'appelle Noam Chomsky. C'est le nom que lui avait donné l'équipe de scientifiques chargée de faire des expériences, de mener des expériences sur lui. Noam Chomsky, Noam N-O-A-M, Chomsky, C-H-I-M-P, chimp, comme chimpanzé, ski, S-K-Y, Noam Chomsky. C'est un singe qui a réussi à maîtriser quelques signes, si vous voulez, en langue anglaise. Bon, c'était pas grand-chose, hein. Vous irez regarder l'article Wikipédia si ça vous amuse de Noam Chomsky. C'est singe manger banane, manger singe banane, singe vouloir banane, singe bobo banane, enfin voilà, des trucs comme ça, hein. Si vous voulez, c'est pas encore les contemplations de Victor Hugo. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
en fait, on a réussi à lui apprendre ça. En revanche, quand le programme a été arrêté, quand le programme scientifique visant à, observer Noam Chomsky dans certaines conditions, quand ce programme a été arrêté, Noam Chomsky a été vendu, hein, c'est particulièrement ignoble, il a été vendu à des laboratoires pharmaceutiques, évidemment, pour qu'il ait une vie de singe, à savoir qu'on puisse tester des médicaments sur lui. Horrible. Mais un des savants en charge de l'expérience a réussi à le retrouver, à le voir dans son lieu de captivité, et il a essayé de communiquer avec lui. C'était des années plus tard, et Noam avait tout oublié. Tout oublié. Ce qui prouve que si on ne stimule pas par un système de récompense très simple, le singe, si vous voulez, bah, en fait, ça ne relève pas de l'éducation, ça relève du dressage, ce qu'on a fait subir à Chomsky dans cette expérience. Oui. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, premièrement, l'homme, alors premier point, l'homme va, d'une certaine manière, ressentir le besoin de ne pas perdre ses capacités, de développer ses capacités. Il va se sentir meilleur, d'une certaine manière, en le faisant. Le singe ne se sent pas meilleur. Il se sent sur le point d'obtenir une banane ou une cacahuète. C'est pas tout à fait la même chose. Au bout d'un moment, effectivement, on arrête de travailler pour la bonne note, pour le jeu de PS4, pour les récompenses. On finit par travailler parce que ça nous plaît, parce que ça nous intéresse, parce que on va pouvoir mener des projets avec son salaire, etc., etc. On ne fait pas ça pour rien, ni pour de simples récompenses, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on perd des capacités, si vous voulez, parce qu'on ne les utilise pas, on peut les recouvrer très facilement. C'est beaucoup plus facile, d'une certaine manière, de se remettre à l'anglais ou à l'espagnol pour un être humain que de se remettre à la langue des signes pour un singe. Très clairement. Ouais. Oui, tout à fait, mais alors ça, si vous voulez, enfin, c'est une lecture, on va dire, gauchiste. Non, mais c'est vrai. C'est une lecture gauchiste de la culture. C'est une lecture qui va se développer dans les années 60-70, notamment à la faveur d'un sociologue français qui s'appelle Pierre Bourdieu, et qui explique qu'en gros, en gros, et à très gros traits, pourquoi le bourgeois aime-t-il les symphonies de Beethoven? Parce que ça lui apporte un prestige social. Euh, Est-ce que c'est faire insulte comment il s'appelle là, le grand crétin qui fait l'espèce de poney qui fait ça là. Jules, je sais pas comment on prononce. Généralement, quand on prend un pseudonyme, si vous voulez, comme Johnny Hallyday ou Juliette, c'est que on voudrait que on veut épargner ses parents parce qu'on a honte de ce qu'on fait. Mais Jules, c'est Jules ou Yule? Joule. Joule. En plus, hein, euh, la joule, c'est, je pense, une unité de mesure de l'énergie. Quand on le voit, si vous voulez, on a envie de lui mettre des joules, effectivement. Euh, alors, est-ce que c'est faire insulte à Joule de lui dire que bah, ce qu'il fait, c'est objectivement de la et que par rapport à Beethoven, si vous voulez, ça vaut pas un copec. Ça ne vaut rien. Est-ce que c'est faire insulte à certains artistes contemporains de leur dire que s'ils n'étaient pas subventionnés, ils crèveraient de faim? Et que les gens, effectivement, préfèrent aller visiter Versailles plutôt que certaines œuvres, par exemple, comme le fameux hélicoptère peint en vert pomme du MoMA à New York, ils préfèrent aller voir Versailles. Les gens préfèrent en fait voir Versailles.
En fait, depuis quand, c'est assez intéressant, depuis quand on est dans l'idée que la beauté est dans le regard du spectateur et non pas dans les choses? Mais c'est faux. La beauté, moi je suis un réaliste esthétique, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont belles, qui sont belles. Je reviendrai là-dessus, hein, on fera un texte de Montaigne qui est le premier des relativistes, qui dit ah oui, mais la beauté pour les femmes mexicaines, c'est pas exactement la même chose que la beauté pour les femmes italiennes, etc., etc. Ok, ok, ouais, bon, d'accord. Sauf que, bah, je sais pas, je regarde quelque chose, et je ne dis pas qu'en fait le regard euh, artistique ne peut pas s'éduquer. Effectivement, quand on m'a confronté pour la première fois aux œuvres de Pierre Soulages, je me suis dit qu'il portait bien son nom. Mais non, en fait, ça peut s'éduquer le regard artistique. Effectivement, il y a une approche de l'art contemporain qui est complètement débile, qui consiste à dire que tout est pourri, que tout est nul. Et puis, il y a des œuvres qui sont quand même troublantes par leur propriété, justement, par leur propriété esthétique, qui sont dans les œuvres, qui sont dans les œuvres, ok, qui sont pas dans le regard du spectateur. Et donc, dire effectivement, oui, aimer, aimer Beethoven, aimer Mozart, considérer que c'est de la grande musique, considérer que ça vaut plus que le rap français autotuné, c'est une position que je défendrai jusqu'au bout. Même si Caris vient me chercher. Allez, bonne journée.